C'est De Gaulle, c'est Chirac, Mitterrand, c'est Sarkozy et presque tous les autres. D'une manière, c'est l'histoire de la Ve République, mais aussi une démonstration cynique de comment fonctionne vraiment le monde derrière les rideaux. C'est un récit caché qu'on raconte du bout 380 des centaines d'années avant les grands empires européens. Des navigateurs en provenance de la ville de Dieppe partent à bord de 2 grands navires à la recherche d'épices et d'ivoire. Ils tombent alors sur une côte qui regorge de ressources, des épices et de l'ivoire bien sûr, mais aussi tellement plus, notamment du bois et surtout de l'or. En fait, l'or est si abondant dans la région qu'on l'appelle la côte de l'or. Sur les rives de ce qui deviendra plus tard le Ghana, les Français installent un fort qu'ils appellent la mine. Or, en Europe, la France et l'Angleterre sont au milieu de la guerre de 100 ans. La route commerciale vers l'Afrique est donc perturbée et les Français abandonnent leur comptoir africain. C'est seulement une décennie plus tard que les Portugais, forts d'un nouvel empire maritime, récupèrent la mine, ou plutôt Elmina. Rapidement, les puissances européennes veulent imiter le Portugal et ouvrent une série de comptoirs un peu partout sur la côte ouest de l'Afrique. À chaque région, sa vocation, d'ouest en est, c'est la côte du poivre, la côte d'ivoire, la côte de l'or et bien sûr, la côte des esclaves. En un siècle, les Européens vont y construire près de 80 comptoirs fortifiés. Les Européens qui découvrent l'Afrique sont aussi émerveillés que confus. Car d'une part, ils découvrent des sociétés où les gens sont incompréhensiblement heureux. Du matin au soir, ils chantent, ils dansent, et ce, malgré une pauvreté miséreuse. En fait, les missionnaires chrétiens rencontrent un problème. Ils sont carrément incapables de convaincre les populations locales de l'existence de l'enfer. D'un autre côté, ils observent aussi des guerres sanglantes où les vaincus sont souvent réduits à l'esclavage par les vainqueurs. Rapidement, ils comprennent qu'ils peuvent tirer avantage de cette hostilité entre les différents peuples afin de se procurer des esclaves en grand nombre directement auprès des locaux. Ainsi, le plus souvent, les esclaves sont capturés par les populations locales puis livrés aux Européens en échange de perles, de fusils, d'alcool et d'une variété de produits. Bientôt, le système est érigé en véritable industrie. Chargés comme une marchandise sur les négriers européens, ces esclaves sont envoyés un peu partout à travers le monde. Dans le cas de la France, ils sont surtout envoyés aux Caraïbes et dans les Antilles afin de travailler sur les plantations de sucre et de café. Entre 1551 et 1875, environ 1 380 000 Africains ont été embarqués sur des navires français afin de traverser l'Atlantique. 80% sont chargés à destination de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. C'est le fameux commerce triangulaire. Et ça, il est important de le comprendre. Si certes, les puissances européennes sont intéressées par l'Afrique, pendant plus d'un siècle, elles sont surtout intéressées par l'Amérique, les Caraïbes et les Antilles, bref, tout ce qu'on appelle alors le Nouveau Monde. Les raisons sont stratégiques et politiques, mais aussi technologiques et logistiques. Car la vérité, c'est qu'à ce moment, il est pratiquement impossible pour les Européens de pénétrer le continent africain de manière significative, notamment en raison des maladies. Ainsi, le plus gros de l'Afrique reste longtemps une terre mystérieuse et inconnue des Européens. Or, les choses s'apprêtent à changer, car en Europe, les machines à vapeur se multiplient, la science médicale progresse à une vitesse effarante, et avec l'arrivée du train et du télégraphe, le monde est de plus en plus connecté. C'est le début de ce qu'on appellera la révolution industrielle. Soudainement, l'Afrique n'est plus aussi impénétrable. Ses richesses naturelles sont de plus en plus convoitées afin d'alimenter les industries européennes qui demandent toujours plus de matières premières. C'est dans ce contexte que les puissances européennes multiplient les expéditions afin d'explorer et de coloniser le continent africain. De manière générale, la colonisation de l'Afrique est menée pour des raisons de prestige ainsi que pour des motivations économiques, c'est-à-dire pour extraire les ressources africaines, sans équivoque. C'est-à-dire, il existe aussi une certaine vision à travers l'Europe, postulant qu'il est presque un devoir de coloniser l'Afrique afin de lui apporter la lumière de la civilisation. D'abord sous la gouverne de Napoléon III, qui souhaite marcher dans les pas de son oncle célèbre, la France s'est à nouveau déterminée à ajouter des pierres à l'édifice colonial. En seulement quelques années, la superficie de l'Empire est triplée. L'influence française est de plus en plus forte en Tunisie, en Algérie, au Maroc, mais aussi en Afrique subsaharienne, sans parler du Vietnam, du Cambodge, du Congo, de la Guinée. Bref, devant cette expansion qu'à la France, à mesure où les puissances européennes s'étendent sur le continent africain, les désaccords se multiplient et la tension monte. Les Portugais, les Allemands, les Austro-Hongrois, les Britanniques, les Belges, les Italiens, les Néerlandais, les Russes, Norvégiens, Suédois, Danois, Français. Ça commence à faire beaucoup de monde.
Devant cet intérêt grandissant, fin 1884, le chancelier allemand Bismarck convoque toutes les puissances coloniales à une grande conférence à Berlin afin d'établir ensemble les règles du jeu. Ils conviennent notamment que toute puissance européenne installée sur la côte peut étendre sa domination vers l'intérieur jusqu'à rencontrer une sphère d'influence voisine. La consigne est donc claire. Prenez tout ce que vous pouvez, à la seule condition qu'un autre Européen ne s'y trouve pas déjà. La France obtient le contrôle de territoires immenses en Afrique de l'Ouest et en fait, elle émerge largement gagnante de la conférence de Berlin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chancelier allemand Bismarck vient tout juste de conquérir la région française d'Alsace-Lorraine et secrètement, il essaie d'apaiser la France avec des concessions sur l'Afrique. Il ne sait pas encore, mais ses espoirs sont vains. C'est alors le début de ce qu'on appellera la ruée vers l'Afrique. En seulement quelques années, le taux d'occupation du continent par les Européens passe de 10 à 90%, alors que nombre de colonies sont établies. La manière dont celles-ci sont administrées varie énormément. Chez les Britanniques, pour maintenir le contrôle politique sur les colonies aux quatre coins du monde, on instaure typiquement un système basé sur la collaboration et l'intégration des autorités locales. C'est la doctrine de la souveraineté indirecte. Chez pas mal tous les autres, donc les Portugais, les Belges, les Allemands, les Français, on exerce une doctrine diamétralement opposée, en prenant bien soin d'assigner des militaires, des politiciens et des fonctionnaires issus de la métropole, afin de mieux assimiler les populations locales. C'est ce qu'on appelle la souveraineté directe, un mode de gestion hautement centralisé dirigé depuis l'Europe. C'est une différence absolument fondamentale dans l'architecture sociale des colonies, dont les conséquences sont à plusieurs égards toujours visibles aujourd'hui. Autour de 1910, les puissances européennes commencent à nouveau à se piler sur les pieds en Afrique, mais aussi en Europe. Malgré les espoirs de Bismarck, la vieille question de l'Alsace-Lorraine n'est toujours pas réglée. La France en veut à l'Allemagne et la tension est à son comble entre les grands empires européens. Le 28 juin 1914, quand l'archiduc François Ferdinand est assassiné par un nationaliste serbe, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. L'Allemagne envahit le Luxembourg et la Belgique, alors que la France, elle, tente d'enfin reconquérir l'Alsace aux mains des Allemands. Ça y est, c'est la guerre. On s'attend à un conflit court et expéditif, or les choses dégénèrent. Avec des colonies partout dans le monde, la guerre se mondialise. C'est la première guerre mondiale. Lorsque la poussière retombe, l'Allemagne et ses alliés sont battus, donc les colonies allemandes en Afrique sont réparties entre les vainqueurs. La France hérite ainsi du Togo et d'une partie du Cameroun. Dans la foulée de ces acquisitions, Paris crée 3 nouvelles colonies, le Niger, le Soudan français, aujourd'hui le Mali, et la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. C'est alors l'apogée de l'empire colonial français. Entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la France fait essentiellement ce qu'elle veut à travers l'Afrique et une bonne partie de l'Afrique du Nord, un territoire immense aux ressources naturelles abondantes. En 1931, on organise une grande exposition pour démontrer aux Français les avantages et les bienfaits de l'empire colonial. C'est l'exposition coloniale de Paris. Plus de 8 millions de visiteurs découvrent les colonies françaises à travers une série de pavillons construits à grands frais, mariant l'exotisme et l'extravagance. Même si l'avenir semble radieux pour le colonialisme français, au niveau politique, les choses commencent à se compliquer. D'abord, le communisme est de plus en plus populaire chez les classes ouvrières, alors que l'impérialisme associé au capitalisme est critiqué par la gauche et certains intellectuels. Ensuite, l'Allemagne se relève rapidement de sa défaite militaire portée par un certain Hitler, qui a lui-même combattu contre les Français et qui rêve d'une grande vengeance allemande. Au lendemain de la guerre, les puissances coloniales sont complètement ruinées. L'Europe est en décombre, les besoins matériels sont absolument immenses et la question du maintien des colonies est donc plus brûlante que jamais. Pour certains, c'est une véritable trahison du principe de liberté pour lequel on prétend avoir combattu la guerre. Encore plus, nombre d'Africains se sont battus aux côtés des Alliés. Ils estiment maintenant avoir le droit d'être traités par les Européens comme des hommes à part entière, avec tout le respect et la dignité que ça implique. De plus en plus, dans les coulisses, il semble que l'Afrique entière murmure les mêmes mots. Indépendance, liberté. Bon, bien sûr, les dirigeants français voient les choses autrement. Le général de Gaulle estime que la France a besoin plus que jamais de son empire outre-mer afin de récupérer son statut de grande puissance. Mais aussi, c'est le début de la guerre froide. Et l'influence communiste s'étend rapidement à travers le monde. Dans ce contexte, hors de question d'abandonner l'Empire, même s'il est déjà très clair que la France nage à contre-courant de l'histoire.
car en plus des ambitions de liberté, les Américains mettent énormément de pression sur la France et le Royaume-Uni pour qu'ils renoncent à leur colonie. Voyant l'opportunité de s'établir sans équivoque comme première puissance mondiale, les États-Unis veulent démembrer les empires coloniaux, surtout britanniques et français, notamment car ils font barrière à l'expansion des intérêts américains. S'ils réussissent à forcer les Britanniques, De Gaulle, lui, résiste. Plutôt que de mettre fin à l'Empire et au colonialisme, il souhaite le perpétuer, seulement à travers une formule plus moderne et mieux camouflée. Pour éviter que les Américains imposent une commission internationale pour déterminer l'avenir des colonies françaises, le général décide de jouer un coup d'avance et d'expédier la question, en convoquant lui-même une conférence avec les représentants des colonies, la conférence de Brazzaville. De Gaulle propose alors un renouvellement de la relation avec la France qui s'avère largement superficielle. En fait, devant ceux qui lui réclament le droit à l'indépendance, il ferme la porte et lance la clé lorsqu'il déclare que toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire, la constitution éventuelle, même lointaine, de self-government dans les colonies, est à écarter. Le message est plus que clair. Ceux qui veulent l'indépendance devront se battre, car la France a toutes les intentions de protéger son empire, coûte que coûte. En fait, presque immédiatement, la France passe de la parole aux actes. En mai 1945, des milliers d'Algériens se rassemblent dans les rues pour célébrer la victoire des Alliés, mais aussi pour revendiquer leur droit à l'indépendance. Aux côtés du drapeau français, certains affichent ce qu'ils appellent le drapeau algérien. Les autorités françaises exigent qu'on le retire. Un policier tente d'arracher le drapeau. C'est la bousculade. Et pour dompter la foule, la police ouvre le feu. Un jeune de 26 ans qui portait le drapeau est tué. C'est maintenant une émeute. Les manifestants enragés contre la police se retournent contre les Européens avec une violence innommable. Environ 100 d'entre eux sont tués. De Gaulle envoie l'armée. Et lorsqu'ils arrivent en Algérie, on leur fait regarder les cadavres des Européens. Le préfet français leur promet alors: quelles que soient les bêtises que vous commettrez, je les couvrirai. Messieurs, vengez-vous. Les mois qui suivent sont sans aucun doute parmi les plus sinistres de toute l'histoire de l'Algérie, alors que l'armée française engage une répression d'une brutalité sans pareille. Des dizaines de milliers de musulmans sont tués. Certains disent 20 000, d'autres 40 000. Une chose est sûre, les cadavres des Algériens s'empilent si vite qu'il devient impossible de les enterrer. On les jette au fond des puits, dans les gorges de Kerata ou dans d'énormes charniers. Ça aussi, ça devient un problème parce qu'assez rapidement, le reste du monde entend parler de ces charniers. On commence à poser des questions, donc pour cacher les preuves, les Français déterrent les cadavres et les font brûler dans un énorme four à chaud. Pendant 10 jours, 17 camions alimentent le four crématoire, la vie qui brûle sans arrêt. En dehors de l'Algérie, ce scandale demeure largement inconnu, car éclipsé par les célébrations du 8 mai. Pourtant, il est absolument essentiel pour comprendre les années qui suivent, non seulement en Algérie, mais aussi partout à travers l'Afrique. La France ne le sait pas encore, mais par sa répression brutale et violente du mouvement nationaliste, elle vient de semer la graine de ce qu'on appellera bientôt la guerre d'Algérie. Un peu partout à travers l'Afrique, des épisodes similaires se produisent, notamment à Madagascar, alors qu'on déplore plus de 30 000 morts. Donc il devient très clair qu'il faut trouver une solution durable au problème des colonies. C'est alors que Paris crée l'Union française, une sorte de changement de logo pour l'empire colonial. En théorie, sur papier, tous deviennent citoyens, donc égaux devant la loi. Mais en réalité, les colonies restent largement subordonnées à la France. Sans surprise, en Afrique, les leaders nationalistes sont frustrés par cette nouvelle manœuvre politique qu'ils interprètent comme rien de plus que de la gesticulation de la part de Paris. Ils convoquent alors leur propre congrès pour discuter de la question nationale et de l'avenir politique de l'Afrique. La France panique et tente d'empêcher la tenue du congrès. Or, malgré la pression de Paris sur les invités, environ 800 délégués de différents partis africains se joignent au fameux congrès de Bamako. Ensemble, ils affirment leur volonté d'être enfin libres de toute forme de colonialisme. Ils donnent alors naissance au Rassemblement démocratique africain, ou RDA, un ensemble de partis politiques à travers plusieurs colonies qui veulent tous la même chose, la liberté. Les cellules liées au RDA apparaissent presque pas. Les indépendantistes sont emprisonnés et torturés, alors que les élections sont systématiquement truquées, parfois de manière si flagrante que c'en est carrément embarrassant. En Algérie, en Tunisie et au Maroc, les morts civiles se comptent par milliers. Des centaines de personnes sont assassinées froidement par une organisation terroriste supposément formée par des Européens opposés aux indépendances. On l'appelle la Main Rouge.
Attentats à la bombe, assassinats, enlèvements, tortures, la main rouge vise tous ceux qui sont associés à l'indépendance et qui menacent les intérêts coloniaux, peu importe leur statut. Des militants, bien sûr, mais aussi les avocats qui les représentent et bientôt de simples civils. On apprendra plus tard que la main rouge était en fait une fabrication, une couverture des services secrets français pour camoufler les gestes inavouables du fameux service action du SDECE, en formant une fausse organisation criminelle. Soudainement, tout est permis. Lorsqu'avec l'appui des États-Unis, le mouvement indépendantiste atteint les Nations Unies, dans un journal français d'Afrique du Nord, on appelle carrément au meurtre de ses leaders. Oui, il faut en finir, car il en va de la vie des Français, de l'honneur et du prestige de la France. C'est là qu'il faut frapper, aujourd'hui. Tant que vous n'aurez pas accompli ce geste viril, ce geste libérateur, vous n'aurez pas rempli votre devoir. Et devant Dieu qui vous regarde, le sang des innocents retombera sur vous. Une semaine plus tard, le leader tunisien de la résistance est assassiné par un commando sous les ordres de la France. Lorsque sa mort est annoncée à la radio, un énorme mouvement de colère s'empare de la région. Des manifestations monstres, des émeutes et des grèves s'emparent des grandes villes. Pour calmer les violences, la France fait preuve d'une myopie totale et d'une incompréhension effarante de la région, alors qu'elle force le sultan du Maroc à partir en exil à la pointe des armes. Cette fois, c'est presque l'entièreté du monde arabe qui s'enflamme contre la France. En Algérie, les émeutes se multiplient, la tension monte rapidement et bien sûr, la France tente une fois de plus de répondre par la force. Elle écrase la résistance avec toujours plus de rigueur. Or, lorsqu'elle interdit carrément aux nationalistes de se présenter aux élections, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ces derniers se consultent et constatent alors avec résignation que la lutte armée est la seule issue vers la liberté. C'est la naissance du FLN, le Front de libération nationale et le début de la guerre d'Algérie. Ce qu'on imaginait initialement comme une simple révolte engagera bientôt plus de 400 000 soldats de l'armée française, sur une population d'environ 10 millions d'Algériens. Plus de 250 000 sont tués et jusqu'à 2 millions sont envoyés dans ce qu'on appelle des camps de regroupement. Bref, les choses dégénèrent et de plus en plus. Il devient clair pour la France que le système colonial est au bord d'une implosion généralisée. En France, la scène politique est en pleine ébullition et tout indique que le point de rupture est imminent. Pour plusieurs, l'avenir du pays se trouve en Europe et non en Afrique. On assiste au premier pas de l'Union européenne et de plus en plus on souhaite laisser derrière le colonialisme. Or pour d'autres, non seulement le prestige de la nation est tributaire de la présence outre-mer, mais encore plus, l'importance stratégique des colonies est beaucoup trop grande pour y renoncer. Le pétrole saharien est la plus grande chance pour la France de redevenir une grande puissance. Déjà coincé entre deux pays indépendants, le pétrole saharien perdrait le seul débouché demeuré sous le contrôle de la France. Il y a plus grave encore. La disparition de l'Algérie, clé de voûte de l'édifice africain, entraînerait la dislocation de l'Union française. Le standard de vie des Français n'échapperait pas aux conséquences de cet effondrement. Être ou ne pas être une grande nation, telle est la question. Apparaît donc une division dans la vie politique, un fossé de plus en plus profond. L'armée estime que le gouvernement manque de colonne vertébrale dans son approche face aux colonies, particulièrement dans la guerre d'Algérie. Les officiers en ont assez. Pendant que le gouvernement français est paralysé et vulnérable, il se rassemble en secret et organise l'opération Résurrection. Menée par un certain Jacques Foccart, un proche de Charles de Gaulle, des officiers de l'armée planifient un coup d'État afin de ramener de Gaulle au pouvoir, car le général s'est affiché clairement et résolument en faveur du maintien des colonies et de l'Algérie française. Ainsi, ils sont persuadés que c'est l'homme de la situation. Ils ont l'intention de le réinstaller au pouvoir par la voie légale ou, si nécessaire, par la force. Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Il est certain que si De Gaulle était amené à assumer, à se voir déléguer des pouvoirs exceptionnels pour une tâche exceptionnelle dans un moment exceptionnel. Évidemment, ça ne pourrait pas se faire suivant les rites et la procédure tellement habituels que tout le monde en est excédé.
Le 13 mai 1958 marque le début du coup d'État. Les putschistes prennent le contrôle d'Alger, puis de la Corse. Et face à la menace d'un affrontement militaire français contre français, le gouvernement accepte de se coucher et de remettre les clés du pouvoir au général Charles de Gaulle. Et c'est ainsi que se termine la 4e République. Par un coup d'État, alimenté largement par la volonté de s'accrocher à ce qui reste de l'Empire. De Gaulle organise ainsi la naissance de la 5e République. En France, il veut bien sûr transformer les paramètres politiques fondamentaux, mais outre-mer, il veut surtout honorer le mandat qui lui a été donné implicitement par le putsch d'Alger en trouvant un moyen de maintenir le contrôle sur les colonies. D'une manière, c'est sa légitimité qui en dépend. Dès son arrivée, il nomme nul autre que Jacques Foccart, l'homme de résurrection, comme conseiller spécial pour l'Afrique. Foccart est un expert des services secrets et des jeux de coulisses qui ne répond à personne d'autre qu'à De Gaulle. Après avoir brillamment manœuvré le retour au pouvoir du général, son nouveau mandat consiste à placer les pions de la France en Afrique, en jouissant de tous les instruments de l'État, incluant les services secrets, l'armée et les réseaux diplomatiques. Foccart conseille de faire exactement la même chose qu'en 1946, moderniser le rapport politique avec les colonies, mais de manière superficielle, afin de maintenir le contrôle effectif sur les ressources. L'Union française deviendra ainsi la communauté française. Noir sur blanc, la France conserve un contrôle sur tout ce qui compte vraiment, soit la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et le contrôle des matières premières. Pour valider la nouvelle République et cette fameuse communauté française, un référendum est organisé en France et à travers tous les territoires. Pour De Gaulle, il est absolument primordial de garder le contrôle sur l'entièreté des colonies, donc les enjeux sont énormes. D'abord, ceux qui l'ont amené au pouvoir s'attendent à rien de moins, mais encore plus, en pleine guerre froide, l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient est de moins en moins fiable. L'Égypte de Nasser se rapproche de l'URSS et la France est terrifiée à l'idée de perdre l'accès au canal de Suez. Quand Nasser décide de le nationaliser, les Français et les Britanniques envahissent littéralement l'Égypte avec l'aide d'Israël. L'épisode se termine seulement quand les Soviétiques brandissent la bombe nucléaire et que les Américains menacent de dévaluer les monnaies de la France et du Royaume-Uni. C'est la crise de Suez. Et c'est un point tournant dans la politique énergétique de la France. Car les Français savent qu'il y a du pétrole dans le Sahara, en Algérie, mais aussi en Afrique subsaharienne, notamment au Gabon. Soudainement, la convoitise des ressources africaines n'est plus seulement un attribut de l'avarice et de la recherche du profit. C'est une priorité stratégique qui relève carrément de la raison d'État. Voilà donc le contexte critique dans lequel se pose le référendum de 1958. En Afrique, il est impératif qu'on dise oui. Et pour s'assurer d'un tel résultat, De Gaulle s'engage dans une grande tournée à travers les colonies, 20 000 kilomètres en 9 jours. Sur les rives du Congo, à Brazzaville, De Gaulle présente son projet de communauté française, mais affirme que ceux qui veulent l'indépendance peuvent toujours simplement voter non au référendum et que la France ne s'y opposera pas. Partout où il passe, De Gaulle est reçu en héros. Or, lorsqu'il arrive en Guinée, le 25 août 1958, le leader Sékou Touré l'attend de pied ferme. Il affirme que la Guinée votera oui au référendum du général à une seule condition, que le texte soit modifié pour reconnaître explicitement le droit à l'indépendance. Pour De Gaulle, c'est une surprise, presque une embuscade, personne ne l'a prévenu. Il répond alors que l'indépendance aurait des conséquences et qu'il faut aussi les considérer. La réplique de Sékou Touré passe à l'histoire.